Bonjour, maintenant que le concept de la guerre en Irak est bien compris, nous allons continuer avec une entrevue radio d'un membre de l'ONU. Celle-ci nous expliquera plus en détail le conflit au fil du temps de 2003 à 2013. Bonjour Madame Breton, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir, merci de m'accueillir. Je vais commencer par vous parler d'une date très importante. Aux alentours du 19 mars 2003, 2 jours après un ultimatum lancé par le président américain George Bush au président irakien Saddam Hussein, une offensive militaire d'envergure est déployée afin de renverser ce dernier. Est-ce que les troupes étaient seulement composées d'Américains? Non, en fait, les États-Unis étaient appuyés aussi par les Britanniques. Par la suite, le 30 janvier 2005, il y a eu des élections. L'Alliance irakienne unie a gagné l'élection avec 48,2% des votes. Les élections se sont déroulées dans un climat d'instabilité. Elles sont d'ailleurs boycottées par une part importante de la population sunnite. Alors Saddam Hussein est encore au pouvoir? Exactement, vous avez tout compris. Une fois de plus encore, il y a eu une autre élection le 15 novembre 2005. Encore une fois, Alliance irakienne unie a gagné avec 44% des votes. Le reste de la population ne devait pas être très choyé par ce choix. En effet, c'est pourquoi le 30 décembre 2006, il y a eu l'exécution de l'ex-président irakien Saddam Hussein. L'ancien président irakien Saddam Hussein a été pendu à Bagdad à la suite d'un procès au cours duquel il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Celui-ci était âgé de 69 ans. Après cette mort fatale, le 7 mars 2010, il y a eu une élection législative qui a été remportée par le mouvement national irakien avec 24,7% des votes. Cette victoire a été très serrée contre la coalition de l'État de droit qui, eux, avaient 24,2% des votes. Et aujourd'hui, est-ce qu'il reste des troupes américaines en Irak? Non, il n'en reste plus aujourd'hui. En effet, l'administration Bush avait signé en 2008 un accord avec Bagdad qui stipulait que les troupes américaines allaient complètement avoir quitté l'Irak pour la fin de 2011. Donc c'est pourquoi, le 15 décembre 2011, le président américain Obama annonce le retrait des troupes restantes en Irak. Il met fin à une intervention controversée qui a duré près de 9 ans. Merci beaucoup, Mme Breton, d'être venue. C'était très apprécié d'avoir un membre de l'ONU sur notre plateau. C'était Catherine Serrois, Téléjournal de Montréal. Alors, oui, je suis au Canada en ce moment, tandis que mon collègue Anakin est en Irak. On va vous parler des conséquences sur la population civile. Alors, la guerre en Irak a causé beaucoup de troubles pour les citoyens ainsi que le pays. En général, une crise humanitaire est arrivée due au manque de nourriture, d'eau potable, de soins médicaux et de première nécessité. Alors, les dommages collatéraux occasionnés à l'infrastructure civile, aux hôpitaux, aussi aux routes, aux centrales électriques, à l'économie de l'État et aux services publics. La rébellion, du sabotage des installations et le terrorisme sont particulièrement fréquents dans ce conflit. Et la disparition du régime de Saddam Hussein a occasionné les attaques terroristes. Alors, les bombardements, les viols, les vols et les meurtres ont beaucoup augmenté. Et cela a causé une grande insécurité générale pour les Irakiens qui, eux, prient à chaque jour de survivre. Tandis que c'est un territoire très hostile en ce moment. Alors, la situation sanitaire du pays est désastreuse aussi. Les hôpitaux subissent le même sort avec une grande perte de médecins. Croix-Rouge a dû venir au secours posté à plus de 400 000 citoyens en besoin d'aide. On peut bien voir que les services sociaux ne sont pas très présents dans un temps de désespération comme ceci. Aussi, avec peu d'eau pour la fabrication de nourriture ou même avec peu d'argent pour l'achat de nourriture, beaucoup de citoyens de l'Irak sont en famine et ceci n'aide pas pour les soins de santé tandis qu'ils vont en avoir besoin dans le futur.
Aussi, une grande sécheresse frappa l'Irak, diminuant l'eau dans deux des fleuves les plus nécessaires en Irak pour l'eau potable. Et une surexploitation des systèmes d'approvisionnement de l'eau et le manque d'entretien empêchent les citoyens d'avoir une distribution d'eau potable, comme on dirait. Alors, d'après les estimations de la Banque mondiale, en 2010, 59% de la population d'Irak n'a pas eu accès à de l'eau potable. De plus, il reste encore 25 millions de mines et de restes de guerre qui jonchent le territoire de l'Irak, qui peut mettre en danger, si jamais des bombes explosent, 1,6 million d'Irakiens. Durant la guerre d'Irak, le Comité international de la Croix-Rouge s'est engagé à apporter des vivres et des articles ménagers de première nécessité, en plus de s'assurer que les habitants ont un bon approvisionnement en eau ainsi qu'un accès à des bons services de santé. En 2003, les États-Unis, aidés de l'Australie et du Royaume-Uni, décident d'envahir l'Irak sans l'accord du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans l'espoir de les aider à mettre en place un système politique plus souple et démocratique. Selon la diplomatie européenne comprenant entre autres la Russie, la France et l'Allemagne, cela ne peut être vu que comme un acte de rébellion et d'agression, et non d'autodéfense ou d'aide. En 2003, 48 pays font partie de la coalition contre l'Irak, incluant le Japon, l'Italie, les États-Unis évidemment et plusieurs autres pays. En 2009, les États-Unis se désengagent peu à peu et, à la place, financent les milices sunnites afin d'affronter l'État islamique d'Irak sans devoir s'imposer directement dans le pays. Il est estimé que cette guerre a coûté environ 2 000 milliards de dollars aux États-Unis entre 2003 et 2013 et que cette somme pourrait monter jusqu'à 6 000 milliards de dollars d'ici 2050. Avant que la communauté internationale ne puisse agir en Irak, il faut de bons motifs pour l'intervention. Voici 5 raisons pour lesquelles la communauté internationale devrait intervenir dans la guerre qui se produit en Irak. Première raison. Le régime irakien s'est servi de la diplomatie comme d'un stratagème pour gagner du temps et des avantages. Il a uniformément défié les résolutions du Conseil de sécurité exigeant le désarmement au complet. Au cours des ans, les inspecteurs en armement de l'ONU ont été menacés par des responsables irakiens et ont fait l'objet de surveillance électronique. Ils ont systématiquement été trompés. Les efforts pacifiques visant à désarmer le régime irakien ont tous échoué les uns après les autres, parce que nous n'avions pas affaire à des hommes pacifiques. Deuxième raison. Les renseignements que notre gouvernement et d'autres ont recueillis ne laissent aucun doute sur le fait que le régime irakien continue de posséder et dissimuler certaines armes les plus mortelles qui aient jamais été mises au point. Ce régime a déjà utilisé des armes de destruction massive contre les voisins de l'Irak et même contre son propre peuple. Troisième raison. En utilisant des armes chimiques, biologiques ou, un jour, des armes nucléaires, obtenues grâce à l'Irak, les terroristes pourraient réaliser leurs ambitions déclarées et tuer des centaines de milliers de gens innocents dans notre pays ou dans n'importe quel autre pays. Au lieu de dériver lentement vers la tragédie, nous fixerons un cap conduisant à la sécurité. Avant que le jour de l'horreur n'arrive, avant qu'il ne soit trop tard pour agir, ce danger sera enlevé. Quatrième raison. Une des raisons pour lesquelles les Nations Unies ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale, c'était pour confronter les dictateurs agressifs, activement et rapidement, avant qu'ils n'attaquent des innocents et ne détruisent la paix. Cinquième raison. Contrairement à Saddam Hussein, nous croyons que le peuple irakien mérite la liberté et est capable de l'assumer. Lorsque le dictateur sera parti, les Irakiens pourront devenir, pour l'ensemble du Moyen-Orient, l'exemple d'un pays essentiel et pacifique qui se gouverne lui-même. Merci. Dans le prochain segment, on va voir s'il y a eu des gagnants dans ce conflit. Premièrement, on commence par les perdants. Alors, on peut voir que l'Iran est le perdant parce qu'ils n'ont pas eu l'appui du gouvernement d'al-Maliki à Bagdad. De plus, le sunnisme fanatique dispose d'un fragment de territoire nécessaire pour la construction de gazoducs dirigés vers la Méditerranée. Donc, une baisse de la production du pétrole
et une augmentation du coût. Prochainement, les gagnants sont les États-Unis. En 2003, ils ont envahi l'Irak et l'armée irakienne s'est effondrée rapidement. George Bush a donc annoncé la victoire et la fin des combats. En 2011, les troupes américaines se sont retirées du pays. Alors, les États-Unis tirent le plus de pouvoir parce qu'après l'invasion américaine, il y a eu un calme relatif dans les principales villes du pays. Aussi, les membres du parti basse de Saddam Hussein ont été chassés du pouvoir.